Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode de La Cloche, en compagnie bien sûr évidemment de Christophe de Ajus, c'est l'univers d'Ajus, vous pouviez pas trop vous tromper. Bien sûr également de Ali, de Catch Club, 100 000 abonnés, des vidéos quotidiennes, des nuits blanches à n'en plus finir, et bien sûr les stars du programme. Les pop de Ali de Catch Club. Joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire. Merci. Joyeux. Non mais ça va, mais on a compris. Oh oui, Christophe, 41 ans, tu n'as pas changé, tu es toujours aussi beau. Merci. Il fait l'étonner parce qu'il ne savait pas que c'était mon anniversaire avant-hier. Si je ne me trompe pas d'ailleurs, puisque nous enregistrons cette émission une semaine avant. Donc je ne sais pas très bien, le 25 août, pour ton information, l'anniversaire. En tout cas, merci les pop. De rien, on n'a pas de cadeau. Notre seul cadeau, c'est notre beauté. Et le fait qu'on accepte d'être filmé cette semaine. C'est gentil. Bisous à toutes et à tous. L'univers d'Ajus vaincra grâce au pop. Merci. Bon, eh bien écoutez, voilà, merci à toutes et à tous pour vos messages que je n'ai pas encore reçus, puisque... on enregistre cette émission bien avant que l'anniversaire ait eu lieu. Incroyable ce SummerSlam qu'on n'a pas vu, mais qui est formidable. John Cena, nouveau champion universel. Becky Lynch de retour. CM Punk qui est venu attaquer Triple H à la fin du show. C'est ça, aux toilettes en plus, parce que le mec s'y attendait pas, il était en train de faire sa petite... That's such good shit. Sa petite affaire. Et voilà, bah non, mais tant de grands moments vécus durant ce SummerSlam. Je ne dis pas ça ironiquement, je dis ça avec un petit sourire parce qu'on ne l'a pas vécu encore. On l'évoquera la semaine prochaine comme tous les autres événements certainement qui se sont déroulés ou pas. D'ailleurs, je croise le doigt pour que pas, mais j'ai bien peur que si quand même. Toi, tu croises pour que oui, pour que ton vendredi soir soit... Oh là 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 là, moi ce vendredi... le vendredi de la semaine dernière. D'ici là, vous aurez déjà la réponse. Mais là, oui, donc nous sommes lundi au moment où on tourne cette vidéo, lundi 16 août. Et moi, je me suis vraiment réveillé avec que ça en tête. Vendredi soir... mais pas que vendredi. Vendredi, samedi, dimanche. Pour moi, là, on va avoir l'un des meilleurs week-ends de l'année. SmackDown et Rampage, donc je le rappelle. Rampage, tout doucement. Vendredi soir. SmackDown à nouveau. Samedi soir sur AB1. Et ensuite, SummerSlam sur le WWE Network, commenté, je rappelle, par Christophe et Nadir. D'ailleurs, on a une question par rapport à ça qui est revenue dans les commentaires plusieurs fois. On va te la poser quand même pour que tu puisses répondre directement aux fans. Et ensuite, dimanche également, NXT TakeOver. Bon, de toute façon, ça, vous l'avez déjà vécu. Donc... Vous l'avez vécu, c'était une folie, non? Et on en a déjà parlé la semaine dernière. Avant les questions, beaucoup nous ont fait remarquer, il y a 2 épisodes de cela, que... le show en Arabie Saoudite, c'était le samedi matin et non pas le vendredi soir. Bon, bah, toutes nos excuses. Bravo à vous qui souvenez carrément des jours de diffusion. Vous avez peut-être vérifié parce que vous sembliez vous êtes dit raconte n'importe quoi. Mais il me semblait en plus qu'on avait vérifié. C'est ça le truc. On a mal vérifié. Alors, je ne sais pas. Alors, une question. J'ai pas vu passer cette question. Certaines personnes qui demandent dans les commentaires. Donc vous êtes de retour aux commentaires en VF sur le network. Est-ce que cela va mener à un retour sur place également? Honnêtement, on aimerait bien, on aimerait beaucoup. Je vous cache pas que j'ai pendant quelques semaines un petit peu espéré être à Las Vegas pour SummerSlam, mais vraisemblablement non. Non, on nous a confirmé que pour l'instant c'est pas dans les tuyaux. Je pense d'ailleurs que ce n'est pas dans les tuyaux pour tous les commentateurs. Après, je me trompe peut-être qu'à SummerSlam, justement, samedi d'ailleurs, les autres commentateurs y seront, mais je crois pas. Pour l'instant, ils commandent tous de Stanford, pendant que nous, on commande de France. Et comme je vous l'avais dit, les Saoudiens commentent de chez eux. Donc eux ne vont pas non plus à Stanford pour l'instant, mais je pense qu'ils vivent aux États-Unis, à mon avis. Mais voilà, pour l'instant, chacun reste ses choix. Par contre, juste une petite précision, certaines de ces personnes pensaient que vous aviez arrêté de commenter sur place suite à la pandémie. Mais en soi, les deux n'avaient pas de rapport. Vous aviez arrêté de commenter sur place déjà avant la pandémie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça dépend. Si, il y a un rapport pour tous les autres commentateurs. Après, Philippe Chiraud et moi-même, on a arrêté de commenter sur place après WrestleMania, que nous évoquerons certainement dans l'épisode prochain. Parce que, effectivement, la WWE va décider quelques semaines plus tard de ne plus donner les pay-per-view, vendre les pay-per-view au groupe aujourd'hui Media One, mais les commentateurs internationaux ont arrêté d'être sur place à cause de la pandémie. Oui, que ce soit effectivement nos camarades francophones Raymond Rougeau et Jean Brassard, mais aussi les Allemands, les Chinois, les Russes,
les Indiens, les Japonais, enfin tout cela, à partir du moment où il y a eu le Covid et le Thunderdome, ils sont restés à Stanford. Bon, on croise les doigts si jamais un retour des pay-per-view sur Media One, ou alors, parce que Christophe nous avait expliqué la situation avec l'équipe, le public est de retour. Le public est de retour, il y a entre 5 et 15 000 personnes par salle là, du côté de Raw et de SmackDown. Donc bon, les fans attendent. Hein. J'ai envoyé un message à Jérôme Saporito, hein, le grand patron de la chaîne L'équipe, et il ne m'a pas répondu. Voilà, tout simplement. Je discute par-ci par-là quand même encore avec Florian Gazan, hein, que je n'ai de cesse de répéter qu'il est super gentil et tout ça, force est de constater que c'est vrai, puisque bien qu'on travaille plus ensemble, on se voit des messages par-ci par-là, on prend des nouvelles. Et lui aussi, je crois, fait des petits appels du pied. Après, il est très occupé. Et je ne sais pas pour l'instant si la chaîne L'équipe a un petit peu tourné la page et passé à autre chose. Ce que je pourrais comprendre aussi, hein, parce que, comme dit, il y a moult programmes sur Terre qui peuvent être diffusés. Donc, on est parti. Cette fois-ci, on démarre une nouvelle année 2019. Et on va enchaîner avec les deux gros pay-per-view début 2019 où tu étais présent, bien entendu, avec Philippe. Donc, directement, direction d'abord le Royal Rumble 2019. Exactement, à Phoenix, dans l'Arizona, avec, si je ne me trompe pas, quand même, un vol horrible. Horrible, non, mais c'était super long. 11 heures d'avion pour aller, je crois, à Cleveland, non voilà, ça y est, j'ai déjà oublié. Bon, bref, ça a été long. 20 heures, je crois, pour arriver à Phoenix. C'est dur. Je t'ai filé la photo où on est comme ça, sur nos valises, après les premiers 11 heures d'avion. Voilà, vol d'avion compliqué, même si dans l'avion, j'ai regardé mon film préféré, encore et toujours Almost Famous. Je crois que j'ai aussi regardé du Brooklyn Nine-Nine avant d'arriver. Bon, on arrive à Phoenix. Phoenix, ville chaleureuse s'il en est, non pas pour son accueil, assez froid l'accueil à Phoenix quand même, il faut être honnête, mais il fait chaud dans l'Arizona, hein. C'est le désert. Arizona Dream, film légendaire des années 90, je crois, ou 80. Bon, soit. Gros programme. Parce qu'il y a, je crois que c'était la première fois, il y a du Access, Royal Rumble Access, qui avait lieu avec notamment de l'exhibition de la NXT. Donc, et puis des interviews également prévues. Donc on va arriver tranquillement du côté de Phoenix. On aura un hôtel comme souvent malheureusement un petit peu excentré, proche de la grande route, j'ai envie de dire. Je connais mal Phoenix, hein, j'ai pas beaucoup visité non plus, mais voilà, l'hôtel était un peu excentré, on était un petit peu seul, perdu dans cet hôtel, mais si je dis ça, c'est parce que on va devoir s'organiser à chaque fois, effectivement, pour se rendre dans les différents lieux. Mais bon, on arrive tranquillement à Phoenix. Je sais que le premier jour, nous sommes donc je crois que nous partons plus ou moins le jeudi, on arrive le vendredi, à mon avis. On est parti tôt le vendredi matin, on arrive encore dans la journée, quoi qu'il en soit. On profite directement pour aller du côté d'Access, Royal Rumble Access, voir un petit peu ce qui s'y passe. Beaucoup d'interviews, beaucoup de superstars quand même assez réputés qui sont en interview, comme par exemple Becky Lynch ou encore Daniel Bryan, Finn Balor également qui est là, pas pour nous particulièrement à ce moment-là. Et quand je dis en interview, en fait, je voulais dire en signature d'autographe. Voilà, excusez-moi, je retrouve un petit peu tous mes mots. Interview parce qu'on va aussi avoir la chance des interviews. Parce qu'en fait, c'est un peu spécial cette année-là. Il n'y a rien qui est prévu pour les interviews, si ce n'est qu'en fait, on va nous dire venez à Access, restez, et on va essayer ici ou là de vous faire des interviews avec les superstars qui sont présentes. Donc Finn Balor, par exemple, on ne l'aura pas. Mais nous allons avoir Becky Lynch, qui était extrêmement en forme et tout. On a cette magnifique photo avec Shero. Cette magnifique photo avec Shero où elle nous apprend à être des hommes, tu vois. J'avais noté d'ailleurs, The Man nous apprend à se comporter en homme, je crois que j'avais noté. Tu vois, le côté un petit peu, je lève le menton. Et ça, justement, ça fait partie des choses qu'on ne savait pas. On était donc à Access, on était posé juste à côté du ring NXT, où il y avait, c'était au fond de la salle du Convention Center de Phoenix, dans l'Arizona. Grande salle, Access, bon, vous connaissez, vous avez peut-être sans doute quand même déjà un petit peu vu à quoi ça ressemble. Il y a des petites animations ici ou là, puis les signatures d'autographes, des rangées, les gens font la queue, catcheurs sur une estrade,
Puis les gens passent et signent des autographes, logique. Puis au fond, vous avez le ring NXT et puis une estrade avec la possibilité, je pense, de mettre 50, 60 personnes assises. Et puis autour du ring, à peu près autant de personnes debout, en fait. Et les gens, en fait, tous les jours, il y a des shows qui sont diffusés gratuitement pour les gens qui sont à Access pendant les signatures d'autographes, tout ça, ça ne s'arrête quasiment pas. En même temps, il y a également des Hall of Famers qui viennent faire coucou, il y a Mike Rom et je ne sais plus quelle autre annonceuse, je ne sais pas si c'était Kayla à l'époque déjà, ou comment s'appelle-t-elle, qui est partie, je crois, du côté Charlie. de Charlie Caruso. Oui, peut-être, effectivement, enfin voilà. Ils étaient là, ils animaient un petit peu entre chaque match de NXT, ils faisaient gagner des t-shirts, ils faisaient gagner des places, peut-être aussi pour les signatures d'autographes, parce qu'il faut réserver avant. Donc, ambiance extrêmement sympa, et on se retrouve là, nous, à regarder NXT, et en même temps être pas loin des officiels du bureau de Londres, qui étaient représentés avec certains Américains de la WWE, qui étaient là un petit peu pour nous gérer et nous dire, écoutez, dans 2 minutes, vous allez avoir telle superstar. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on va avoir Becky Lynch, Daniel Bryan qui, excellent comme d'habitude, là il était en plein dans son personnage, en plus, le nouveau Daniel Bryan, le Daniel Bryan de la planète, le champion de la planète, donc très motivé et tout, c'est pareil, la photo est exceptionnelle, enfin il met la main comme ça, tu vois, pour qu'on voit pas son visage, parce que ça y est, il est contre les réseaux sociaux. C'est vraiment 2 interviews mémorables pour nous, parce que on sent aussi la montée en puissance du personnage de Daniel Bryan, et également la montée en puissance de Becky Lynch, qui dans cette interview vraiment sera très cool. Avant et après aussi, c'est ça qui est sympa, parce qu'on fait ça entre 2 portes. Dans le Convention Center, il n'y a pas de, tu vois, de fond sympa avec WWE. Non, on est vraiment entre 2 portes, entre le backstage où les superstars s'en vont à nouveau pour repartir chez elles, et puis là où elles vont rentrer dans le Convention Center pour aller à leur signature d'autographe, ou pourquoi pas sur le ring de NXT pour certaines d'entre elles. C'est là aussi où on va interviewer donc Elias. Et là, franchement, bon, un peu froid. On est ressorti de cette interview. C'est toujours étonnant. On l'a interviewé 2-3 fois, je crois, en tout, et à chaque fois, c'est bizarre. Il est pas dans le truc. Il est très. Enfin, je sais pas. Je sais pas si c'est qu'avec nous, ou si ou s'il voulait un peu rester dans son personnage, mais en même temps, ou si c'est simplement le fait qu'il ait ce côté artiste et donc un peu timide, perché, tu vois. Mais je sais pas. Ça fait. On a toujours mal senti ces interviews. Pas lui, mais on se dit, bon, il est pas dans le délire, ou il est pas dans le truc, c'est bizarre. Non, c'est marrant parce que c'est justement quelqu'un qui est très à l'aise au micro et pour s'exprimer, etc. Bizarre qu'il se lâche pas plus que ça lors des interviews, mais c'est vrai que je regarde beaucoup d'interviews par exemple de catcheurs sur internet, je suis jamais tombé sur une grande interview d'Elias. C'est rare que le mec se lâche, ou... ça dépend des catcheurs bien entendu. D'autant que je l'ai déjà dit, Chéro aime beaucoup la musique, donc il est toujours friand de discussions en dehors du catch, parce que c'est vrai que de toute façon, si vous regardez nos interviews, en général vous regardez toutes les émissions aussi, et vous connaissez ce qui se passe vous savez ce qui se passe à la WWE, donc on essaye parfois de partir un petit peu plus de côté pour voir ce que cache l'être humain derrière le personnage, et quels sont leurs goûts, quelles sont leurs passions à côté. Et Elias étant fan de musique, ça c'est vrai, il joue de la musique depuis tout jeune, il nous l'a dit en interview, Philippe est toujours content de pouvoir un petit peu essayer de gratter quelles influences, tout ça, mais il est toujours assez froid. Il répond de manière assez fraîche. Fraîche, pas pour les Alsaciens qui nous regardent, rien à voir, hein, le côté froid. Bon, en tout cas, là, je crois que c'est le vendredi soir. Donc, on est tranquille, on profite. Enfin, là, on est dans le vendredi de la journée, quoi. C'est-à-dire qu'on est là depuis fin de matinée, on va rester toute l'après-midi. Et puis ensuite, on va se promener un petit peu pas loin de l'hôtel, du côté de Phoenix, il fait très chaud. Hein. J'allais dire, vous êtes en costard et tout, en plus, j'imagine, sous la chaleur, quoi. Ouais. Bon, dans le Convention Center, c'est les États-Unis, donc il y a quand même de la clim. Quand tu prends un Uber ou un VTC, tu as de la clim aussi. C'est juste les moments où tu restes à l'extérieur qui sont un peu plus compliqués. Tiens, on va croiser aussi
Marcelo Rodriguez de nos camarades hispaniques qui vient aussi, pas pour faire des interviews, mais pour se promener un petit peu, voir ce qui se passe. Il est présent, on fera une petite photo, on discutera quelques minutes avec lui aussi. Enfin, lui fait partie des potes qu'on a du côté des États-Unis à la WWE. Et donc on va faire ça, bah voilà, on va regarder aussi NXT. Moi je me souviens d'une bataille royale, je me souviens pas qui l'avait gagné, quel était l'enjeu. Parce que je pense qu'il y avait un enjeu, je me demande même si peut-être que le vainqueur de la bataille royale a access à gagner une place pour le vrai Royal Rumble le lendemain. Mais c'était l'occasion aussi de découvrir. Je crois qu'il y avait. Il était pas loin de. Pas de débuter, mais c'était encore un jeune loup, Dijakovic. Oui, c'est ce que je me disais. Je crois qu'il avait été mis très en avant lors de ce Access. Ouais. Je me souviens vraiment bien de lui parce qu'il est très impressionnant. Il est très grand, très carré. Donc, un très très bon souvenir aussi d'avoir pu assister à ça. Il y avait Triple H qui était là pour faire l'annonce, tu vois, du début du show. Ça y est, c'est parti, NXT Access. Donc, c'est un moment assez sympa à vivre en fait. C'est quelque chose qu'ils ont fait assez souvent. Pendant un moment, ils faisaient aussi une sorte de Coupe du Monde dans Access WrestleMania. When Worlds Collide. Exactement. D'ailleurs, je crois qu'il l'avait mis sur le network après. C'est possible. Mais donc, c'était vraiment un moment assez sympa. Je sais pas s'ils le referont une fois que tout sera revenu à la normale, si un jour ça revient à la normale, parce que bon, on commence à douter. Mais je conseille vraiment parce que le Royal Rumble, déjà, c'est un show qu'il faut aller voir au moins une fois dans sa vie, vraiment. Je sais pas si tu en as déjà vu un. Non. Voilà. WrestleMania, bien sûr, mais le Royal Rumble, tu vois, il y a vraiment le côté suspense, le côté un petit peu foufou, là, tu ne sais pas qui va arriver, bien sûr. Et puis le Access Royal Rumble aussi, parce que c'est pas encore rentré dans les mœurs, donc c'était beaucoup moins blindé qu'un WrestleMania Access. Parce que WrestleMania Access, maintenant, tout le monde sait que ça existe. Tout le monde sait que c'est vraiment cool d'y aller, encore une fois, au moins une fois, parce que il y a à la fois les signatures d'autographes, mais également les différents petits mini-musées de la WWE qu'ils placent aux quatre coins de la salle, comme par exemple la streak de l'Undertaker, avec les différentes tombes, les différentes archives à la fois vidéo, mais aussi de vêtements de l'Undertaker pour chacun des trucs, mais également les petits musées sur les Hall of Famer, avec les statues, les vêtements, enfin c'est vraiment un truc à faire au moins une fois, comme dit. Et l'Access Royal Rumble, comme c'était l'un des premiers, c'était moins blindé, c'était tout aussi cool que WrestleMania, mais avec moins de monde. Donc tu profites beaucoup plus de tout ce que tu peux faire, quoi. Donc le samedi, on enchaîne. Le samedi, réveil à 7h. Bien avant ça. Réveil à 6h du mat pour descendre à l'hôtel à 7h, direction Access. Et là, pareil, on va enchaîner des interviews. Là, on savait, on nous avait dit plus ou moins, je crois, qui on aurait. Parce que c'était avant l'ouverture d'Access. Donc là, c'est des superstars qui allaient faire des signatures d'autographes le matin et qui ont dû elles-mêmes aussi arriver genre à 7h45, disons, à Access, pour l'ouverture des portes peut-être à 8h30. Et donc on va faire No Way José. On va faire Paige, qui faisait la promotion de Fighting with My Family. Et ce qui est sympa pendant cette interview, c'est que on devait aussi faire Gallows et Anderson, sauf que bon, comme ils nous connaissent et qu'ils savent qu'on est un petit peu des guillerons, ils sont venus pendant l'interview de Paige. Oui. Et donc l'interview de Paige se transforme en interview de Paige, Gallows, Anderson, et je crois qu'il y a encore une autre superstar, mais j'ai oublié qui se pointe également et qui fout un petit peu le dawa pendant l'interview. Donc c'était un moment assez sympa. Bon, t'as un peu la gueule dans le cul, il faut être honnête, même si, croyez-moi, on n'est pas sorti la veille, parce qu'avec le décalage horaire et tout, t'es mort. Mais tu te lèves à 6h du mat, commencer à faire des interviews. En plus, Noé et José, moi j'ai commencé à danser comme un con. J'ai failli gerber direct. Parce que j'en fais toujours. Ça bouge trop, ça bouge trop. Ah ouais, non, mais j'ai voulu comme un con, quoi, tu vois. J'ai 20 ans, j'y vais. Et en fait, non, je n'ai pas 20 ans et j'y vais pas, finalement, quoi. Donc, non, mais c'était vraiment une bonne matinée, quoi. Okay. Matinée très sympa, très cool. Et très bon enchaînement. On va encore rester un petit peu, encore une fois, profiter de NXT. Je ne sais plus si on avait fait Becky la veille ou si c'est ce jour-là, quoi. Mais voilà, on va rester la demi-journée sur Access. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à Access. En plus, vous avez tout le merchandising possible et imaginable de la WWE. C'est une boutique. C'est une boutique gigantesque. Tu peux tout acheter. Il y a tout. Mais vraiment. Parfois, effectivement, en plus, ils font des promos spécial Access. Donc, certains repartent avec des ceintures à prix très réduit. Je sais que. Je me demande si Philippe. Non, je crois qu'il les a achetés sur Internet. Mais. Ouais, non. Il les avait achetés sur Internet parce que. Pas l'envie de ramener ça par avion, mais
Mais effectivement, les titres parfois sont moins chers, alors qu'on sait que les titres coûtent très très cher. Mais voilà, c'est un truc à faire vraiment. Nous, on l'a fait là 2 jours de suite. C'était vraiment des très très bons souvenirs, des très bonnes interviews. En plus, bah, Becky Lynch, Daniel Bryan, pour ne citer que, mais Gallows, Anderson et Page aussi, ils sont déjà dans l'état d'esprit qu'ils vont rencontrer les fans et tout, donc ils sont déjà dans leur tête. Bon, bah, allez, sourire, tu vois, tranquille. La journée va être longue, bien sûr, mais ils savent qu'ils vont rencontrer que des gens sympas, qui vont leur dire qu'ils sont géniaux. Donc ils étaient dans un superbe état d'esprit, quoi. Et c'était vraiment super cool à vivre. Ouais, parce qu'en plus, ils sont dans des périodes incroyables. Becky Lynch qui est en train d'exploser Tout à en mode fait. domaine. Et Daniel Bryan qui revient de sa retraite les premiers mois qui s'étaient mal passés. Et là, il se retrouve à nouveau au sommet avec en plus une gimmick qu'il apprécie réellement parce que ça lui permettait de se lâcher certaines vérités au final. Et ça le faisait passer pour un méchant. Donc, pour info, le samedi soir, il y avait un NXT TakeOver auquel tu étais sûrement. J'ai assisté à ce NXT TakeOver tout à fait. Place offerte par la WWE. Bon, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est pas les meilleures places du monde, mais je m'en fous. J'ai vécu le show tout seul. Je sais que Philippe, comme souvent, est rentré à l'hôtel pour monter les vidéos et tout ça, parce qu'on tournait également des vidéos dans Phoenix, sous la chaleur accablante, avec notre caméraman qui était venu avec nous. Maintenant, j'ai oublié son prénom, mais c'est pas le même que d'habitude. Et donc oui, j'y suis allé et ouais, j'en garde un bon petit souvenir. Je me souviens franchement pas trop de la carte. Bah, on a un beau Tommaso Ciampa contre Aleister Black en main event quand même, donc c'est pas n'importe quoi. On a du Gargano Ricochet, du Shayna Baszler, Bianca Belair, Matt Riddle, Keisha Sono, War Raiders contre Undisputed Era pour la carte principale en tout cas. Donc franchement, c'était pas mal du tout. Oui, non, c'était un très bon moment. Après, dans les petits détails également du côté de Phoenix dans l'Arizona, parfois on rentre quand même l'après-midi, se reposer 2 minutes, reprendre un petit peu notre souffle, entre guillemets, permettre à Philippe de monter les vidéos qu'on tourne. Et puis ça permet aussi, très honnêtement, tu le disais tout à l'heure, on se promène en costume et tout, donc de reprendre une petite douche, de reprendre, comme dit, de l'air, parce que l'hôtel est climatisé. Et je découvre, à ma grande surprise, en zappant sur Fox News, que Brodus Clay est désormais, comment on appelle ça, consultant, oui. Il était intervenant, chroniqueur dans une émission, et en cherchant sur Wikipédia à l'époque, je me suis rendu compte que c'était récurrent. Je pensais que c'était un hasard du calendrier, mais non. Et également, le dimanche matin, donc le matin du pay-per-view, en me réveillant, j'allume la télé comme ça, en fond, tu vois. Et je découvre une interview de Daniel Bryan sur Fox News également, je crois, l'émission du matin, dans un ring. Je me demande si c'était pas peut-être le ring d'Access ou autre. Et Daniel Bryan, dans son trip, la planète et tout, et il est tellement excité que la femme qui s'occupe du duplex, parce qu'évidemment il y a des présentateurs en plateau, puis il y a une femme qui était là pour l'interviewer, et elle le coupe. Il est en train de gueuler, il dit ouais, la planète, les Américains, la nourriture, la bouffe, vous tuez des animaux et tout. Oui, bon, écoutez, on va rendre l'antenne. Et tu l'entends encore gueuler et antenne sur les 2 présentateurs morts de rire. Mais voilà, Daniel Bryan en direct sur Fox News qui se fait carrément couper la gueule. Elle dit carrément, la meuf dit à son caméraman, bon, arrête de filmer, viens avec moi. Et elle va de l'autre côté du ring, elle dit bon écoutez, c'était Daniel Bryan, le champion de la planète. Bon, je vous rends l'antenne et t'entends Daniel Bryan qui continue, ouais, la planète, ouais, flamant rose. Enfin voilà, c'est toujours sympa. Tu vois qu'il y a quand même, il y a une effervescence. J'avais également posté dans mes stories le Royal Rumble Burger qui avait été créé pour l'occasion du côté de Phoenix. Enfin, on sentait vraiment que ce Royal Rumble avait une odeur de WrestleMania. Même dès l'arrivée à l'aéroport, d'ailleurs, tu sais, il y a toujours l'écran aux États-Unis, vu que les aéroports sont. D'ailleurs, je pense que c'est aussi maintenant la norme en France. L'écran, quand tu descends de l'avion, qui te dit ouais, si tu viens de Paris, de Roissy-Charles de Gaulle, tes bagages sont là-bas. Si tu viens de Seattle, ce qui était notre cas finalement, je sais pas pourquoi tout à l'heure j'avais dit Cleveland, mais on venait de Seattle, Washington. On avait fait Paris-Seattle, Seattle, Phoenix. C'est aller sur le truc B, et toutes les 40 secondes, ça s'enlevait, et il y avait NXT TakeOver, Royal Rumble, Raw, SmackDown en affiche, tickets available, voilà, enfin, direct quand t'arrivais, c'est ce qui est le cas souvent lors des WrestleMania, mais là tu sentais vraiment que la ville de Phoenix avait accueilli à bras ouverts ce Royal Rumble, et que c'était vraiment
ouais, l'événement de cette fin de semaine, voire de la semaine entière finalement. En plus, c'est la première fois qu'ils sont dans cette arène. C'était un stade Un baseball, un stade Chase Field. de baseball, voilà. Ce qui menait tout de même à une configuration un petit peu différente, une entrée un petit peu différente. Et franchement, ça avait l'air de grave plaire au public et C'était aux gigantesque. téléspectateurs. C'était grand, c'était immense. Ça donnait une autre, encore une autre image, un autre niveau, on va dire, à ce pay-per-view, qui était franchement très très intéressant. Très très intéressant, avec quelques très beaux faits marquants, on va dire, dans le Royal Rumble match féminin. Et le Royal Rumble match masculin également, on aura plusieurs surprises. Juste avant de passer aux résultats et tes souvenirs, quelques petites précisions. Le dernier pay-per-view qu'on avait couvert, c'était WWE TLC, où on avait vu qu'à la fin, Ronda Rousey avait fait tomber Becky Lynch et Faire gagner Charlotte Asuka. pour faire gagner Asuka, le titre féminin de SmackDown. Exactement. Il faut savoir que le lendemain de TLC, c'est ce moment qui avait quand même pas mal marqué les fans, où donc lors du Raw du lendemain, on a une petite réunion dans le ring avec Vince, Stephanie, Shane et Triple H. Ouh, ah oui, on vous a compris. À la De Gaulle, je vous ai compris. Et comme De Gaulle, et là, ils ont rien fait. Si je ne me trompe pas, parce qu'en général, on se trompe complètement. Et je crois, je vous ai compris, c'est De Gaulle en Algérie qui dit aux Français d'Algérie, je vous ai compris, en quelque sorte sous-entendu, on va garder l'Algérie française. Et finalement, très peu de temps après, il décide d'entamer le processus, je crois, de décolonisation, d'indépendance de l'Algérie. Et là, la famille McMahon, c'est ça. En fait, C'est ça. Je vous ai compris, on sait ce que vous voulez. Ah, vous allez voir, vous allez voir. On va changer, on va vous écouter. Et ils ont changé, ils ont écouté. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il précise donc au niveau de quelques changements, les general managers disparaissent Bam. à partir de cet épisode, donc le 17 décembre 2019. Ils expliquent également que dorénavant, il n'y aura plus de rematch automatique pour les champions qui perdent les titres. Oui, ça, c'était important. Je veux dire, ça, franchement, c'est quelque chose qu'il fallait... Non, mais c'est sûr. Non, mais bien sûr. Attention. Je veux dire... Gros changement. Ah oui, attention, non, vraiment, hein. c'est le truc que tout le monde attendait. Le hashtag no rematch automatique, ça a trendé pendant des mois, je crois. Donc voilà, ça c'était juste pour reciter ce moment parce que je sais que beaucoup de personnes derrière étaient en mode waouh, ça va changer. Pas vraiment, au final. Par contre, les McMahon seront très présents pendant quelques semaines. Ce qui fait que par exemple, Strowman avait battu Corbin lors de TLC. Et s'il battait Corbin, il méritait un match face à Lesnar, le champion, au Royal Rumble. Sauf que, lors d'un épisode, on a Strowman en fait qui détruit une limousine en coulisses dans laquelle s'était caché Corbin. Et là, d'un coup, ils se retournent Strowman et il y a Vince McMahon qui débarque et c'était sa limousine. Donc là, Vince McMahon s'énerve. Il donne une amende de $100 000 à Braun Strowman et il lui retire son match face à Lesnar au Royal Rumble. Donc là, encore une fois, on a le droit à une Strowman typique. Il s'énerve, il retourne la limousine. Mais à ce moment-là, c'était son dada, il retournait pas mal de véhicules. On peut... c'est un choix de vie. Hein, c'est un hobby, je veux dire, comme les autres. Là, ils retournent leur veste. Certains ont déjà cru que j'allais partir dans un truc sale. Non, leur veste, et lui, des limousines, des véhicules, c'est bien dit. On croit qu'il joue à GTA. Non, il fait ça dans la vie, lui. Et on peut également préciser de Miz, qui, après avoir perdu donc, le match, il n'a pas pu vraiment participer au match en Arabie Saoudite pour le tournoi Best in the World. Depuis, il dragouille Shane McMahon. Il lui explique que son père, c'est le catcheur préféré de son père, que son père n'a de cesse de lui dire regarde, ça c'est mon catcheur, tu devrais être plus comme Shane McMahon, tout ça. Oui, il veut faire équipe avec lui. Il veut créer la best team in the world de Miz avec Shane McMahon. Et au départ, Shane McMahon est plutôt réticent. Donc on passe au Royal Rumble. Pour toi, c'est la routine comme d'habitude, arrivée fin de matinée. Oui, je sais que nous sommes allés à l'hôtel de nos camarades étrangers, parce qu'on est arrivés tous ensemble en bus au Chase Field. On avait organisé ça avant, parce qu'on en avait marre avec Philippe, en fait, d'attendre comme des cons sur le parking qui se décident à venir. Donc on avait dit avant, écoutez, si ça vous dérange pas, on sait que vous y allez tous ensemble en bus, on va venir avec. Dites-nous à quelle heure vous voulez qu'on soit à l'hôtel et on vient et basta, quoi. Donc il nous avait dit, bah oui, c'est vrai, pourquoi on n'y a pas pensé avant, je sais pas. Donc c'est ce qu'on a fait, donc première prise de contact avec notamment mes camarades allemands, que j'apprécie énormément. Alors je vous invite à aller suivre Calvin Lee et Tim Haber, notamment sur Insta, bon je sais aussi sur TikTok, mais j'ai pas TikTok, mais ils font pas mal de sketchs pendant le confinement, je crois qu'ils sont en coloc maintenant,
Et ils ont commencé parce que Tim est comédien, il joue Shakespeare bourré aux États-Unis, dans le Off-Broadway, je crois. C'est-à-dire que il joue une pièce de Shakespeare tout en buvant de l'alcool. C'est voilà, il y a certaines années de ça, j'en aurais rêvé. Artiste. Ah bah oui, enfin faut y aller déjà retenir du Shakespeare. Bon après, c'est pas sa langue natale, hein, parce qu'il est vraiment allemand. Mais ça va, parce que si tu te trompes, tu peux dire que t'es bourré. C'est ça. Donc, justement, C'est sa force. Non, il me paraît que ça marche pas trop mal dans le Off-Broadway. Enfin bon, ils font des sketchs franchement très sympas sur le côté, ils sont européens au début, pas mal de vannes sur le côté, t'es européen, tu débarques aux États-Unis, tu vas acheter un truc par exemple, et tu vois que c'est 9,99, tu passes à la caisse, c'est 15,50, pourquoi? Ah mais c'est sans taxe. Mais pourquoi vous mettez le prix sans taxe? Bah c'est comme ça, on met le prix sans taxe. C'est vrai que nous on est habitués, quand on va quelque part, le prix qu'on paye c'est celui qui est affiché. Aux États-Unis, dans certains magasins, le prix que vous voyez c'est le prix sans taxe. Quand vous passez à la caisse, on vous rajoute les taxes. Mais pourquoi l'afficher sans taxe? On s'en fout, on veut savoir ce qu'on paye. Enfin, bon. Donc bref, je vous conseille de regarder ça. Donc on va arriver, et cette fois-là, ça change un petit peu, c'est assez sympa. On va se retrouver donc dans ce Chase Field. Il y aura le catering, donc la nourriture, qui sera vraiment à 3 pas de notre coin de squattage, comme je pourrais dire. Et notre coin de squattage, en réalité, ce sont les loges, pas les loges, ce sont les tribunes de presse. Sous verre, entre guillemets, enfin, oui, sous verre. Pas ouverte dans le stade, parce qu'on est habitué aux tribunes de presse dans nos stades français de foot notamment. Tu vois, c'est ouvert. Il y a certaines tribunes de presse qui sont effectivement, il y a des vitres. Mais là c'était, en l'occurrence, c'était comme une grande loge, mais avec des bancs. Et là, d'habitude, se met la presse pour, j'imagine, la presse écrite, pour retranscrire ce qui se passe dans le match. Mais on n'était vraiment pas loin du catering, donc on pouvait faire des allers-retours très rapides. Et les catcheurs aussi venaient manger, en fait, là où nous on squattait, parce que c'était très très grand. On avait de la place pour tout le monde. Et donc, voilà, il y a pas mal de catcheurs. Bah, déjà, les catcheurs allemands venaient voir, enfin, de NXT, je sais pas comment il s'appelait... Alexander Wolf, notamment, tout ça, sont venus discuter avec les Allemands. Les catcheurs japonais sont venus discuter avec les Japonais. Les catcheurs français n'étaient pas là. Non, mais donc on n'avait personne. Mais l'un des trucs vraiment, peut-être les plus choux de l'histoire, c'est Maria et Mike Bennett qui sont venus avec leur bébé. Ah, Maria est clairement l'un des trucs les plus choux de l'histoire, on est d'accord, oui. Ben là, elle était en mode maman. Et ils étaient avec leur nouveau-né. Et je sais pas... Enfin, je connais pas le nom de leurs enfants ou quoi, mais enfin, le bébé, il faisait cette taille, il était dans son landau. Et en fait, il y a des moments, bah, elle devait aller s'habiller. Par exemple, je crois qu'elle participe au Rumble féminin, je crois, elle fait une apparition. Ouais. Et donc, bah, il fallait surveiller le bébé. Donc, à un moment, Chiro et moi, on est restés 5 minutes aussi parce que Mike Bennett, je crois, il nous a dit ouais, je vais aller me chercher un coca, enfin voilà, un truc comme ça. Donc, on est resté à côté. Bon, il dormait. Le bébé, il n'a pas bougé. Mais c'était ouf, tu vois, de voir ce landau avec ce petit bout de chou comme ça et toutes les superstars qui passaient. Oh my god, oh it's so cute. Oh, I would like to eat it. Comme le Rock qui mange des enfants d'ailleurs. Non, clin d'œil, notre ami dont je ne citerai pas le nom. Il se reconnaîtra, même s'il ne nous regarde pas. Non, mais voilà, c'était on a... Comment dire, on a pas mal de documentaires dans les années 90 où on voit les enfants de Bret Hart chahuter, tout ça, il chahutait avec Sonny quand même. Le mec a dû garder des bons souvenirs, hein, le fils de Bret Hart qui aujourd'hui est en âge de se souvenir de ça. C'était quand même des bons moments quand on le voit lutter face à Sonny, il y a pire. Tenter des tombées pour ne pas dire le pin, c'est le terme américain. Donc non mais voilà, c'était vraiment mignon de voir toutes ces superstars s'approcher du landau tout discrètement, ces catcheurs monstrueux en essayant de ne pas faire de bruit, de voir s'ils dormaient encore et puis et c'était une manière différente de voir ces hommes et ces femmes finalement qu'on a l'habitude de voir comme ça et qu'il a été tout donc c'était vraiment sympa et c'était Chasefield est gigantesque, le Chasefield. Et là, ce qui était sympa, c'est que tout le monde était regroupé quand même dans un petit truc. Donc on a vraiment pu vivre, encore une fois, cet après-midi
avec toutes les superstars, de sentir un petit peu le pouls et tout ça. Il y avait Alicia Fox qui était déchaînée. Après, je sais pas, dans les mois à venir, on verra qu'elle aura quelques petits problèmes d'alcoolémie. Je sais pas si c'était le cas parce qu'elle a toujours été un peu faux-folle, mais elle a été vraiment déchaînée, quoi. Elle hurlait et tout, rien à foutre du bébé. Non, mais elle nous... la Frenchie, comme ça, l'ascenseur, elle prenait dans ses bras le monsieur de l'ascenseur. Je vous parlais des dames pipi et des monsieur ascenseurs, je crois, dans l'épisode dernier. Enfin, voilà, c'était... Franchement, c'est une des meilleures après-midi qu'on ait pu passer dans les shows à la WWE. Parce que vraiment, tout était encore une fois regroupé, belle ambiance, tout le monde était détente, il y avait énormément de monde, hein, puisque maintenant les Royal Rumble, il y a le féminin, le masculin, donc c'est déjà 60 superstars, donc il y a du monde de partout, ça discute, ça rigole. Et le Chase Field, encore une fois, était très, très grand, très impressionnant. On était un peu déçus quand même au début de voir où on était placé, parce qu'on était tout au bout, vraiment au bout des gens du sol. Donc on voyait quasiment rien du ring. Mais en même temps, bon, on était sur place, on avait quand même l'ambiance, mais c'est vrai qu'on était très loin. Ça, c'était un peu la petite déception. D'habitude, vous savez, on était genre à la fin des premières rangées assises. Là, on était encore une fois tout au bout du stade, de l'autre côté des entrées, donc pas moyen de voir quoi que ce soit de nos propres yeux quasiment. On était vraiment focalisés sur les écrans. Bon, c'est pas mal quand même. Oui, non, mais on était là, non, je me plains pas. Mais je veux dire, au début, on était donc dans ces loges journalistiques, donc on voyait au bout... comme ils pouvaient le mieux, on va dire. Oui, pour pas enlever de places payantes, comme tu l'as déjà expliqué, ils aiment pas enlever les places payantes, etc. Bien entendu. Comprends, bien sûr. Non, et puis c'était aussi... parce qu'après, il y a donc vous savez, la fameuse... où on nous filme les uns après les autres et tout ça. Et c'est vrai que ça donnait aussi un meilleur plan, parce qu'ils nous filmaient, et puis derrière, t'avais le stade gigantesque avec tout le public, le ring, les lumières. Ça faisait un plan vraiment classe aussi, quoi. Donc, voilà. Donc, Royal Rumble, nous avons 3 matchs lors du pré-show, 7 matchs sur la carte principale. Au niveau du pré-show, donc Bobby Roode et Chad Gable qui battent Scott Dawson et Rezar. C'était un match avec une stipulation particulière. Si Scott Dawson et Rezar gagnaient, alors leur équipe avait des opportunités pour les titres par équipe, en fait. Donc c'était spécial. Shinsuke qui bat Rusev pour le titre US, Buddy Murphy qui conserve le titre 205 Live, et direct donc on enchaîne avec la carte principale. Et là, on commence avec une petite surprise. Oui. Parce qu'on était beaucoup à penser que Becky Lynch allait remporter le titre féminin. C'est-à-dire qu'on rêvait toutes et tous, je pense, pas forcément d'un match d'unification, mais on s'attendait. On s'attendait pas non plus à ce que Two Belts débarque après WrestleMania, mais on s'attendait à la championne de Raw contre la championne de SmackDown. Becky, Ronda. En tout cas, c'est ce que j'imaginais. Je pense que vous imaginiez ça aussi. Et c'est vrai que ça a été un choc. Mais j'en garde aussi un très bon souvenir. Parce que le match, je vois là, 17 minutes de match. Je pense que c'était un gros... Enfin, moi, j'en garde un très très bon souvenir de ce match. Et justement, la fin de Asuka qui fait taper Becky... C'est anticlimatique, comme on dit en anglais. Ça calme tout le monde direct. Ouais. Et justement, je pense qu'ils l'ont très bien joué sur ce coup-là, parce que ça rappelait un petit peu le côté Daniel Bryan. Royal Rumble, on attend toujours, bon, pas cette année-là, mais vous vous souvenez des époques où Daniel Bryan était plébiscité, puis il arrive, il est éliminé, et, putain, et tu te dis, il va revenir, il va pas revenir. Et là, justement, tout le monde veut du Becky, bam, premier match, elle perd. C'était très... Et donc, tout le monde s'est dit, ils vont nous refaire le coup, les salauds, ils vont nous refaire le coup. Et en fait, non. Non, bien entendu, Becky Lynch perd le match de manière clean face à Asuka, mais sa soirée n'est pas terminée. On enchaîne avec The Miz et Shane McMahon qui battent de barre pour remporter les titres par équipe de SmackDown. Petite mésentente à la fin, on a Sheamus qui porte un brogue kick sur Cesaro, et derrière Shane qui enchaîne avec un magnifique shooting star press pour la victoire. Donc The Miz et Shane, champions par équipe, et pour le moment, tout se passe bien. Je me demande même s'ils vont pas fêter avec Papa Miz après le match, mais Papa Miz en tout cas qui sera très très présent justement. Monsieur Patate, lors des prochaines semaines. On continue avec Ronda Rousey qui a battu Sasha Banks par tombée. Rien de particulier, on va dire. Un bon petit match aussi. Bon petit match. Moi, j'aime beaucoup Sasha Banks. Franchement, je trouve que elle est excellente dans le ring. Elle se blessait pas mal à une période. Elle tentait des choses souvent risquées. Mais moi, j'aime beaucoup Sasha Banks. Je trouve que quand elle catch,
D'ailleurs, bon, c'est déjà passé pour vous, mais j'attends avec impatience la revanche Bianca-Sacha à SummerSlam. En espérant que tout se passe bien, parce que comme dit, c'est Oui, déjà passé vrai, pour vous. vrai. Mais Elles ont été là, retirées des nous, house shows. oui, donc le 14 et 15 août, c'est-à-dire hier et avant-hier, il y avait 2 house shows aux États-Unis, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Charlotte et Columbia, et au dernier moment, Bianca Belair et Sasha Banks ont été retirés des 2 shows. Donc nous ne savons pas trop ce qui se passe, mais on espère bien entendu que ce n'est rien de grave. On enchaîne avec le Royal Rumble match féminin, où du coup, on va un petit peu arranger les choses à la fin. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on a une blessée. On a Lana qui est blessée Aïe, aïe, aïe. à la jambe. Aïe, aïe, aïe. Donc Lana fait son entrée en numéro 28, mais elle marche littéralement à 1 km/h, un mini pas, petit à petit comme ça, ce qui fait que 2 minutes passent, il y a la catcheuse numéro 29 qui entre, et Lana, elle n'est toujours pas arrivée sur le ring. Le problème, c'est que la catcheuse numéro 29, c'est Nia Jax. Donc Nia Jax, elle fait son entrée, elle voit Lana qui galère à côté d'elle, comme ça, elle est sympa, elle la démonte littéralement sur l'entrée, elle s'acharne sur elle, et Nia Jax monte sur le ring, mais du coup, Lana est KO à l'extérieur du ring. Nous avons la 30e catcheuse qui rentre, c'était Carmella. Carmella pour les femmes, R-Truth pour les hommes, parce qu'ils avaient remporté le Mixed Match Challenge. C'est vrai, j'avais oublié le Mixed Match Challenge. Et encore une fois, c'est très bien réfléchi. Facebook Live. C'est très bien réfléchi parce que du coup, tout le monde comprend à ce moment-là que c'est la 30e personne qui rentre, donc normalement c'est terminé. Sauf que quelques secondes après l'entrée de Carmella, on a Fit Finlay qui est en train de s'occuper de Lana au niveau de l'entrée. Et là, on a Becky Lynch qui arrive. Becky Lynch qui arrive et directement la foule qui explose. Et là, elle va voir Finlay, elle fait... Vas-y, j'y vais, Vas-y, j'y vais, laisse-moi. Elle peut pas catcher. Lana qui est à côté, qui est triste, qui a pas l'air totalement d'accord, mais qui dit pas grand-chose non plus vu qu'elle peut pas marcher. Donc au final, et Finlay le joue très bien. Il hésite juste le temps qu'il faut, 10-15 secondes comme il faut, puis au final il fait... Allez, vas-y madame, et là. Et c'est là, comme Christophe l'a expliqué, que c'était tellement bien joué. On était tellement déçus de la défaite de Becky Lynch au début du show, que là, toute la foule est avec elle. À partir du moment où elle rentre sur le ring, toute la foule est avec elle. Bien entendu, Charlotte est encore dans le ring, Nia Jax est également dans le ring. On a le droit à une grosse fin de combat, et au final, la victoire qu'on attendait tous. La victoire de Becky Lynch qui gagne donc sa place pour WrestleMania en éliminant Charlotte Flair. Dernière participante du Rumble. Bah effectivement c'est la victoire qu'on attendait tous. Après on ne s'attendait pas forcément à ces petits détours et c'est justement ce qui l'a rendu peut-être encore plus sympa parce que bah, on vient de l'évoquer, hein, on s'est dit ça y est tout est foutu, elle sera pas championne, ils vont pas, ça ne va pas aller comme on l'espère et finalement bah, elle gagne sur Royal Rumble. Non mais grosse ambiance, gros bonheur personnel et professionnel de pouvoir commenter ça mais aussi de pouvoir voir la suite de cette montée en puissance de Becky parce que franchement je l'avais senti dès les premiers SmackDown où je sens le public de plus en plus, je me souviens vraiment avoir voulu insister sur le fait que Becky était en train de grandir. Après je savais pas forcément que la WWE allait suivre et effectivement faire confiance à Becky. Mais en tout cas, de mon côté, aux commentaires, depuis le début, j'essayais d'en rajouter, d'en faire le plus possible autour de Becky pour insister sur le fait que vraiment, c'est quelque chose c'est un mouvement qui est en train de se créer auprès du public et un mouvement naturel. C'est arrivé naturellement. C'est pas la WWE qui a poussé Becky et le public a suivi derrière. C'est le public qui a poussé, et la WWE qui a suivi derrière. Avec ce moment dont on a parlé récemment, Nia Jax, le coup de poing, les Survivor Series qu'elle rate, tout ça, tous ces enchaînements, et derrière la WWE qui a bien joué. Comme on l'a dit, ce scénario est parfait, et Becky Lynch obtient donc sa place pour WrestleMania 35, mais avant, elle va avoir quand même quelques soucis pour pouvoir... il va y avoir quelques détours encore. Quelques détours encore pour pouvoir valider sa place. On peut citer Daniel Bryan qui conserve le titre de champion du monde face à AJ Styles grâce à l'aide de Rowan. Rowan qui effectue son retour à ce moment-là, on ne sait pas trop pourquoi. Et au final, il aide Daniel Bryan. Une paire qui va être aussi assez intéressante, je trouve, lors des prochaines semaines. Oui. Je trouve dommage d'ailleurs qu'il n'ait pas... que ça n'ait pas perduré, qu'il n'ait pas... Parce que après, une fois que ça va se terminer, Rowan va très vite quitter la WWE, si je ne me trompe pas. Mais... Il y aura l'histoire de l'araignée. Oui, c'est vrai, oui, j'avais oublié ça, oui. Donc, effectivement, il y aura pas, c'est pas tout de suite après qu'il part, c'est vrai. Mais il y avait quelque chose à faire, je trouve que c'était un bon duo. Et bon, évidemment, ça pouvait pas durer toute la vie. Daniel Bryan se suffit à lui-même. Mais c'était en plus Rohan
collait parfaitement au style du champion de la planète, quoi. Rowan, on a l'impression qu'il sort de la forêt, quoi. Et quand tu lui donnais le micro lors des semaines suivantes, et qu'on voyait un changement chez ce Rowan qui au final expliquait qu'il était aussi un petit peu un intellectuel comme Daniel Bryan, etc. Oui, c'est vrai. C'était bien joué. Franchement, c'était bien joué. Ça lui avait permis de montrer quelque chose de différent. Malheureusement, comme l'a dit Christophe, ça n'a pas forcément duré très longtemps. On peut citer aussi, comme on l'avait dit, que Strowman devait affronter Lesnar, mais Vince l'a retiré de ce match. Du coup, on avait eu le droit à un match à 4 lors d'un Raw précédent pour choisir le challenger au titre de Lesnar. C'est Finn Balor qui a remporté le match, donc les fans étaient contents. Oui, c'était l'un des signes peut-être aussi que les fans attendaient, en se disant ah oui, il va y avoir du changement. Oui, effectivement, Finn Balor qui obtient enfin un match pour le titre universel, lui qui avait été le premier, qui ne l'avait jamais perdu. Les fans avaient encore envie que Finn Balor soit mis en avant, et je crois que c'est dans ce fameux match que Finn Balor se jette sur Strowman dès le début du match, et moi je hurle vas-y, pète-lui sa gueule, parce qu'effectivement, bon, bah, comme un peu tout le monde, j'en avais un petit peu marre de Lesnar qui était jamais là. Bon, là il était là en l'occurrence, mais j'aurais bien aimé, pourquoi pas, que Finn Balor batte Lesnar. Je comprends pourquoi ils n'ont pas laissé Finn Balor battre Lesnar ce jour-là, mais va emmener, quoi. Why not? Franchement, ça aurait pu se tenter. Je veux dire, derrière, tu fais la revanche Rollins-Balor à WrestleMania. C'est clair que sur le papier, ça fait moins clinquant pour le mainstream, la presse et les fans en intérim, en quelque sorte, qu'un Lesnar. Mais t'as toute une histoire aussi. Hein. T'as Finn Balor-Rollins, la revanche de SummerSlam. Ouais, moi j'ai gagné le Rumble. La dernière fois, toi t'as gagné le titre, mais t'as même pas été capable de le garder plus d'une journée. Enfin, ça aurait pu coller. Moi, j'aurais vraiment aimé que la WWE retente le coup avec Finn Balor et lui donne les clés cette fois-là. Ah, personnellement, j'aurais adoré également. Et il a montré un petit peu ce qu'il valait pendant les quelques premières minutes. Comme Christophe l'a dit, il commence très très chaud. Il enchaîne avec le coup de grâce. Mais au final, Lesnar se dégage et quelques minutes plus tard, il porte le Kimura Lock pour la victoire. Donc Lesnar conserve son titre et il se dirige également vers WrestleMania 35. On termine avec le Royal Rumble match, enfin pour ce pay-per-view, on termine avec le Royal Rumble match masculin. Et là aussi, on a quelques petites surprises à la fin. Donc déjà, on peut citer qu'on a Gargano, Pete Dunne et Aleister Black qui sont surprises dans ce Royal Rumble. On a Elias qui démarre le show et qui est interrompu en numéro 2 par Jeff Jarrett. Double J Jeff Jarrett, c'est son retour à la WWE, c'est ça? Oui. C'est là que... Alors que personne l'attendait, vraiment. Non mais, pas dans le sens, on s'en foutait, non mais tout le monde sait parfaitement que Jeff Jarrett avait quitté la WWE en 99, je crois. En très mauvais termes, juste avant un match contre China, où il devait perdre le titre intercontinental. Je le regarde pour être sûr que je dise vrai, mais à cette époque-là, mes souvenirs sont encore à peu près clairs, étonnamment. Mais parce que, un petit peu comme Adam Cole, il y avait eu un problème et son contrat s'était terminé. Exactement. Et donc, il devait défendre ce titre intercontinental et il a fait chanter en quelque sorte Monsieur McMahon. Enfin, il lui a mis la pression. Il lui a dit écoute, moi je veux bien venir défendre le titre et le perdre, mais tu me files de la thune. Et Monsieur McMahon n'a évidemment pas aimé ce procédé. Après, c'est légitime de la part de Jeff Jarrett, il a raison. Je veux dire, autant. C'est du business, comme aime à le dire la WWE. C'est du business, autant moyenner ce qu'on peut moyenner. Mais je comprends aussi Monsieur McMahon qui se dit attends, mec. J'ai fait de toi une star, tu pourrais être un petit peu reconnaissant. Je comprends les deux côtés. Donc, ensuite, il crée la TNA avec Dixie Carter dès le début. Non, à la base, c'est son père. À la base, c'était Jerry Jarrett. Jerry Jarrett qui avec leur thune personnelle. Yes. Et au bout de quelques années plus tard. Oui, c'est vrai, au début, quand ils étaient encore. Avec Panda Energy. Et voilà. D'abord, ils faisaient les pay-per-view hebdomadaires. Ensuite, ils se sont repris à faire des shows plus classiques. Bon, bref, on s'attendait absolument pas que Jeff Jarrett revienne un jour à la WWE ou vienne un jour à la WWE. Quelques mois auparavant, il faisait encore la promo de sa propre... Exactement, la Global Force Wrestling. C'est ça qu'il avait lancé. Et il vendait de l'or aussi sur Internet. Enfin, je veux dire, le mec était partout, quoi. Il avait lancé son petit... Mais en fait, lui, il a toujours un petit truc au cas où pour faire de l'argent. Et pour dire j'ai un projet, il y a besoin d'un show quelque part, parce que parfois aux États-Unis une arène va avoir besoin d'un show pour telle ou telle occasion. Lui il est là, j'ai mon roster, j'ai mon truc, et il peut te sortir quelque chose. Donc Jeff Jarrett il a ce côté quand même assez entrepreneur. Impact TNA existe encore aujourd'hui, c'est quand même eux qui l'ont fondé. On va passer directement à la fin du Royal Rumble pour peut-être le moment le plus marquant. R-Truth, comme je vous l'ai précisé, est censé être le catcheur numéro 30. Il commence à faire son entrée, et là il se fait
poussé comme une merde par Nia Jax. Mais alors qu'il y allait toutes ses forces. Bah oui, mais c'est normal. C'est normal. La meuf avait poussé qu'un gars dans sa vie, c'est Shiro. Elle s'est dit, Arthros, il fait 30 kilos de moins. Il faut que je pousse fort. Elle a explosé. Le mec tombe comme une crêpe par terre. Il s'explose la tête au sol. Et donc, au final, Nia Jax prend la place de R-Truth dans le Royal Rumble. Elle monte sur le ring et là, elle élimine quelqu'un qui en plus est en train de bien exploser du côté de SmackDown. C'était Mustafa Ali. Mustafa Ali qui venait de faire ses débuts depuis quelques semaines à SmackDown et qui était, j'ai envie de dire bizarrement, mais c'est pas bizarre parce qu'il est talentueux. Il est talentueux, par contre, il était inconnu à ce moment-là. Et bizarrement, la foule a directement accroché avec lui. Les premiers mois de Mustafa Ali à SmackDown étaient génialissimes. Ancien policier, je veux dire, il avait tout pour plaire. Et toute son histoire était bonne. Et comme dit, enfin bref, ouais. Ça marchait bien. Le style est bon, l'histoire était facilement. Et encore une fois, pourquoi ils m'ont loupé, Mustafa Ali? Pourquoi ils ont filé la mallette à Lesnar? Enfin, bon, donc là, au final, Jax monte sur le ring. Il faut éliminer quelqu'un pour lui donner un peu d'importance. Donc elle élimine Mustafa Ali avec un Samoan Drop. Par contre, derrière, les autres catcheurs prennent les choses en bas. 619 et Zigzag. D'abord, on a un super kick. Dolph Ziggler qui démarre avec un super kick. Est-ce que ça a bien fait réagir parce que on est dans une période où les femmes ne sont plus attaquées par les hommes. Donc c'était extrêmement époustouflant dans le sens premier du terme. Oh merde. Mais en même temps, elle est dans le Royal Rumble, donc c'était... Enfin, je veux dire, il fallait bien à un moment l'éliminer, sinon elle gagnait le Rumble, quoi. Et là, c'était pire que tout, donc... Mais c'est violent. Ouais, en tout cas... Donc, super kick, 619, puis Randy Orton qui lui porte un RKO. Et il a l'air de bien se marrer, Orton, en le faisant aussi. Il est heureux. Et pour info, petite référence historique, c'était donc la 4e femme qui a participé à un Royal Rumble. On a Chyna, qui avait participé à 2 Royal Rumble dans les années 90. La première, on avait Beth Phoenix, qui avait participé à un Royal Rumble, et Karma. Exactement. Et Karma, donc voilà. Belle petite apparition pour Nia Jax. Et derrière, c'est Monsieur Roro, c'est Monsieur Lillins. C'est la soirée du couple, au final, sur Royal Rumble. C'est vrai. Il l'était pas encore à ce moment-là, je crois, si. C'était déjà en couple, c'était déjà annoncé, c'était déjà officiel. Je sais pas si c'était officiel, je vous avoue. Mais j'ai l'impression qu'en 2019, c'était su, je crois, à vérifier. Bon, après, ça nous intéresse peu, on les salue et on les embrasse tous les deux chaleureusement. Oui, victoire de Rollins, qui fonctionne en plus. Les gens n'étaient pas contre. Non, mais c'est important de souligner, parce que dans les Royal Rumble, c'est de plus en plus rare que les gens soient pour. Bon, la victoire de Drew, les gens étaient pour. C'était bien joué. Et là, cette année, qui a gagné? On est en... De Edge. Ah voilà, non, je savais, vraiment, mais je veux voir s'ils s'en souvenaient. Quand même on est en... Oui. Ah oui, c'est en Edge. Mais il n'y avait pas de public, si? Cette année? Il y avait du public? Au Royal Rumble, non. On a fait un Rumble sans public. En effet. Ok. C'est dingue. C'est pour ça qu'on s'en rappelle pas, je pense, la plupart. Bah, je me souviens qu'elle a déjà gagné, évidemment. Et je l'ai vu, le Royal Rumble. Mais c'est vrai que je me souviens pas du show sans public. Mais... Ah ouais. Bon, en tout cas, les gens étaient contents que Rollins y aille. On savait plus ou moins que voilà, ça allait être du Rollins-Lesnar à WrestleMania. D'ailleurs, à propos, j'ai quand même quelques inside news de ce qui se passe à WrestleMania. Je vous dis ça pour le prochain épisode, parce que, je sais pas si vous vous souvenez, Rollins-Lesnar ouvre le WrestleMania à la surprise générale. Tout à fait. Là, je vous donnerai quelques petits détails, pas beaucoup plus. Évidemment, vous doutez bien que Vince ne m'a pas appelé au téléphone, bon, on fait quoi? Mais j'ai quelques infos, j'ai vu de mes yeux vus quelques trucs qui se passent dans les backstage de WrestleMania, et je vous dirai ce que j'ai su et ce que j'ai vu. Donc, avant de passer justement à WrestleMania, pour bien vous mettre en place pour le prochain épisode, on va vous expliquer un petit peu ce qui se passe. J'espère que vous avez de meilleures chaises que nous, je veux pas... On va vous expliquer bien ce qui se passe lors des 2 prochains pay-per-view, Elimination Chamber et Fastlane, mais très rapidement. Il y a aussi quand même le rôle du lendemain, je vois que tu as noté quand même des choses. Tout à fait, bien Moi, je voulais entendu. quand même préciser que nous étions restés, parce que la semaine dernière, j'avais annoncé une explosion aux toilettes. Nous sommes restés. Eh oui, monsieur a oublié, moi non, parce que ça reste un des moments quand même compliqués de ma vie. Nous sommes restés, car légalement, sachez que si vous êtes envoyé en voyage à de nombreux kilomètres comme les États-Unis et que vous travaillez par exemple le lundi, normalement, jusqu'au soir, votre entreprise n'a pas le droit de vous faire voyager le mardi.
parce que, ou alors pas avant genre une certaine heure. Il faut Repos. voilà, il faut un certain nombre d'heures de repos. Donc nous avions quand même encore le lundi sur place, le lundi où on n'avait plus rien. Là vraiment la WWE n'avait absolument rien organisé et on n'avait rien demandé non plus puisqu'on avait déjà eu nos interviews à Access. Donc on a décidé d'aller dans le désert. Enfin, est-ce que c'est encore un peu, j'allais dire, la vallée de la mort? Bon, c'est pas tout à fait là, mais bon, en tout cas, vous imaginez l'Arizona, ces terres arides, rouges. Ouais, tu vois à peu près de quoi je parle. C'est magnifique. Donc on a décidé, en ce lundi, d'aller, de partir le matin avec notre ami caméraman, filmer 2-3 petites vidéos sur place, mais surtout, voilà, se promener, aller voir un petit peu. On le fait que très rarement, et puis je sais pas, on savait peut-être qu'on n'allait pas forcément retourner beaucoup aux États-Unis dans les temps prochains. Donc on a fait ça, on est parti le matin, on est allé manger le midi tranquillement, et puis on est allé marcher dans le désert. Et il faisait assez froid le matin, donc j'avais une chemise et un petit pull. Et puis après, il faisait beaucoup moins froid et il faisait très très chaud. Et je crois que je me suis tapé une insolation. Et en même temps, c'est pas sûr à 100%. Alors je vous explique pourquoi, parce que on a fait un petit chemin, c'est balisé, hein, je sais pas, encore une fois, je sais pas si on peut appeler ça un désert, mais voilà, t'as des chemins de randonnée avec différents kilométrages. Nous, on a fait le moins long, hein, évidemment, on n'était pas parti pour 8 heures de marche. Et en revenant, j'ai commencé à me sentir de plus en plus mal. Et sur le retour, le caméraman et surtout Philippe, qui est féru de déco, de sculptures, de choses dans ce genre, à l'aller avait vu pas mal de magasins. Il y a pas mal de ventes comme ça, de produits artisanaux, de sculptures artisanales, parce qu'on est aussi dans un coin où il y a pas mal d'Indiens, comment on les appelle, native en anglais. Donc il y a un petit peu tout ça dans le coin. Donc Philippe voulait encore visiter. Et moi j'étais plus capable. J'étais couché derrière la bagnole comme un chien sur un parking. Ils m'ont laissé avec les fenêtres ouvertes quand même. Mais je galérais. Et dans un de ces magasins, ils ont commencé à discuter. Ouais, on vient de là-bas. D'ailleurs, notre troisième larron, il est en train de vivre sa pire vie à l'arrière de la bagnole de Locke, là. Et la meuf lui a dit, ouais, mais c'est peut-être pas forcément le soleil, hein, parce qu'il y a des forces telluriques dans ces montagnes. Et c'est possible, vous savez, il y a des gens qui réagissent plus ou moins bien. Il y a des gens qui, quand des forces telluriques très puissantes, ça va vous booster, et puis d'autres, peut-être comme moi, où ça va vous détruire total, quoi. Et donc j'ai galéré comme un porc et tout, et le caméraman et Philippe ont décidé, eux, d'aller manger ce soir-là à Scottsdale, dans l'Arizona, qui est la banlieue chic. C'est de là que viennent les Bellas, par exemple. C'est la banlieue un petit peu VIP de Phoenix. Et moi, je suis rentré à l'hôtel, et dès que je suis arrivé à l'hôtel, une explosion. Non, mais j'ai dû essuyer jusqu'en haut du mur. Alors que j'étais assis. Excusez-moi pour ces détails, mais je veux dire, c'est quand même important. Imagine. Les forces telluriques, quoi. Vous voyez, bah ouais, les forces telluriques, je veux dire, ça ne vous fait pas. Et si, j'ai oublié de préciser ça, parce que cette soirée d'après Rumble restera comme l'une des soirées les plus peut-être déprimantes de notre vie de commentateur aux États-Unis. On sort du Royal Rumble, on rentre à l'hôtel, on a faim. Vraiment, le catering, on vous l'a déjà expliqué, souvent dans les shows, avant de partir, c'est l'une des spécialités de l'un des commentateurs indiens d'ailleurs, c'est de vite passer au catering, de prendre deux assiettes que tu peux refermer l'une sur l'autre, puis de remplir. Puis comme ça, quand tu rentres à l'hôtel, tu manges ta petite assiette parce que t'as la dalle. Là, je sais plus combien de temps ça avait duré, mais ça avait duré longtemps. Donc on avait faim. Mais là, 60 superstars, énormément de monde, et puis tout était vide. Donc il n'y avait plus rien à bouffer, terminé. Bam, on ferme. Donc on se dit, on va rentrer à l'hôtel. On a Phoenix, on est aux États-Unis, on rentre à l'hôtel. Le caméraman nous avait attendu. Philippe Chiro arrive, bam, direct, il y avait un resto à l'hôtel. Il était genre, je pense qu'il était peut-être minuit moins le quart, peut-être. Ah non, désolé, on ferme à minuit, là de toute façon la cuisine est partie, il n'y a plus rien à manger. Ah, bon. Philippe va voir le gars du desk. Oui, qu'est-ce qu'on pourrait manger à cette heure-là à Phoenix? Ah bah écoutez, je sais pas. Ah si, vous pouvez aller par là-bas, je
Je crois qu'il y a encore il y a un resto ouvert, une pizzeria et tout. On arrive, au moment où on arrive devant la porte, le mec tourne la chose, closed. Ok, bon, on revient à l'hôtel. Oui, ah bah écoutez, j'ai ces trucs de pizza 24/24, il n'y a pas de problème, tenez. Donc j'ai Philippe un peu vénère parce que le mec aurait pu téléphoner à notre place. Parce que bon, étant étranger, tout ça, en fait, le premier, le téléphone il marchait plus. Donc déjà le truc, ça faisait 8 ans que c'était fermé, donc j'exagère. Le deuxième, pareil, il nous dit ouais bah désolé, à partir de minuit on livre plus. Ah bon, cool. On va voir dans le petit magasin de l'hôtel, plus rien à bouffer. Et ben on allait se coucher à 1h du mat. Je veux dire, ça nous a un petit peu... C'est comme je dis à chaque fois, on est comme des fous. Putain, alors, putain maintenant on a envie de manger, boire un petit coup, tranquille, tu vois, profiter, ça y est, ouf. On a fait nos interviews, on a tout fait, on y va, on profite. Rien. Le lendemain, donc, on fait cette journée. Moi, je suis à 2 doigts de clamser. Ils me ramènent à l'hôtel gentiment et eux partent à Scottsdale. Moi, je reste dans la chambre, je regarde Raw, dans ma chambre d'hôtel, gentiment. Et je me dis, putain, eux, ils doivent passer la meilleure soirée de leur vie et tout. Enfin, un resto, enfin, tu vois. Et en fait, ils rentrent, ils me disent, oh putain, tout est fermé. C'est la dèche. Scottsdale, il n'y a rien, c'est mort. Visiblement, c'est un truc peut-être un peu... je sais pas si c'est balnéaire ou quoi, mais... Ben, balnéaire, non, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin, est-ce qu'il faut aller... Il y a une certaine saison, tout est ouvert et c'est la fête, il y a plein de monde. Ben là, c'était pas la saison, vraisemblablement, parce que tout était fermé. Ils ont vite fait trouver un restaurant pourri dans lequel ils sont allés manger. Ils sont rentrés, Raw avait même pas fini la première heure, ils étaient déjà rentrés, quoi. Et enfin voilà, Phoenix, j'avais beaucoup apprécié le style de vie aux alentours de l'hôtel, c'est quand même assez sympa. Je crois que c'est quand même, il me semble, la 3e plus grande ville des États-Unis ou la 4e plus grande ville des États-Unis. Enfin, c'est une très grande ville, donc on a vraiment vu toute petite partie. Mais ce qu'on a vu était assez cool, tu vois, c'était un peu à taille humaine, il y avait des résidences, des maisons, c'était pas des gros trucs, les rues étaient pas blindées de bagnoles. Le seul resto où on est allé, c'était un resto presque à l'européenne, avec une terrasse extérieure, quelqu'un qui fêtait son anniv, il y avait une mini-scène, des enfants qui jouaient, enfin, il y avait un vrai côté quartier sympa, tu vois, les gens semblaient se connaître, une vie de quartier. Mais en même temps, le soir, il n'y a rien. Tu manges laissez pas. tomber. Ah non, mais c'est fini. Si vous avez faim, la nuit, vous ne mangez pas. Hein. Et il faut savoir que si ça existait déjà, on ne connaissait pas l'existence, mais Uber Eats, par exemple, ce genre de choses, Deliveroo. Bon, Deliveroo, je ne suis pas certain que ça existe aux États-Unis, mais voilà, ce genre de choses n'existait pas forcément, ou en tout cas, il n'y avait rien. Non, mais t'es pas le premier à me raconter ça, et c'est pas que à Phoenix. Enfin, Oui, on a vécu les ailleurs, gens pensent vraiment qu'aux États-Unis c'est en mode 24h/24 partout, etc. Mais c'est pas vraiment le cas partout. À New York, si. Bien par sûr, exemple. à New York, À oui. New York, Je oui. pense qu'à Los Angeles, des choses comme ça. Mais certainement qu'à Phoenix aussi, si tu vas à l'autre bout de la ville. Mais c'est une ville extrêmement étendue. C'est pour ça que j'ai une des plus grandes, parce que je crois qu'elle est immensément étendue. Parce que ils avaient de la place, hein, évidemment, puisque je pense qu'avant c'était un désert. Donc, certainement que si on avait eu l'intelligence, genre TripAdvisor, genre des choses comme ça, d'aller chercher... mais le gars de l'hôtel, il savait pas non plus, et pourtant il bosse là-bas, et il est censé accueillir ce genre d'hôtel où ils accueillent pas forcément beaucoup de touristes, mais beaucoup quand même de gens qui viennent pour les affaires, des choses comme ça, donc des gens qui doivent à mon avis descendre au Dez. Bon, vous me conseillez bah oui, c'est clair, il doit tu avoir vois, je suis là pendant 2 jours, dites-moi non. Ouais. Vraiment On part à WrestleMania justement à New York lors du prochain épisode. Je voulais juste préciser avant le prochain épisode que le lendemain du Royal Rumble, on a Becky Lynch qui doit choisir son adversaire. Oui. Bien entendu, elle choisit Ronda Rousey pour WrestleMania. Et de son côté, Seth Rollins choisit Brock Lesnar. Parce que Rollins devait choisir aussi le soir même. Donc les 2 matchs sont choisis. Mais sauf que Becky Lynch, à ce moment-là, elle se chauffe un petit peu avec la famille McMahon. Parce qu'elle est blessée à la jambe, la famille McMahon veut qu'elle se soigne, etc. Ils sont pas très d'accord. Et du coup, Becky Lynch attaque Stephanie McMahon et Triple H. Et là, Vince McMahon n'est pas content. Donc il décide de suspendre Becky Lynch 60 jours. Ce qui fait plus ou moins le lendemain, je crois, ou 2 jours après WrestleMania, quoi. Exactement, ce qui fait qu'elle rate juste à WrestleMania ça. Et pour nous énerver encore plus, Vince McMahon remplace Becky Lynch par Charlotte Flair. Aïe, aïe, aïe. D'un côté, c'est très bien joué. C'est vraiment le scénario. Oui, mais bon... Mais d'un autre côté, beaucoup de personnes voulaient le match 1 contre 1 oui, on le voulait, on le devait, on y avait droit, mince. Non, c'est vrai. J'ai pas
j'ai beaucoup aimé le combat triple menace, l'entrée de Flair en hélico et tout, qui rappelait l'entrée de son père dans je ne sais plus quel stade. Bref, on voulait ce match à 1 contre 1. Mais cela dit, ça va aussi donner lieu à de beaux segments, notamment le segment de l'arrestation. Avec les bagnoles de flics, Ronda Rousey. Grosse bagarre en coulisses. C'est Ronda qui carjack une case de flics ou c'est Becky? Je sais plus. Je crois que c'est Becky qui carjack. Mais c'est une grosse bagarre en coulisses. Je m'en rappelle aussi. Ça avait fait grand bruit à l'époque, même en France. Je dirais, à ce moment-là, on était encore sur la chaîne L'équipe et je sais que ça avait été pas mal repris, cette scène qui était complètement folle, effectivement, quoi. C'est ce qui nous manque un peu. Il faudrait qu'ils aient le courage de relancer ces choses. Et je vais juste préciser ça avec Becky. À ce moment-là, je sentais quand même qu'ils avaient envie de nous la jouer un peu Stone Cold. Non, mais je sais pas si tu te souviens, ils avaient fait la même chose avec Steve Austin. Oui. Blessé au cou. Sauf que là, c'était tristement et tragiquement vrai. Et il aurait peut-être mieux fait, là, à l'époque, d'écouter Monsieur McMahon. Là, c'est la storyline. Mais il jouait sur le côté, t'es blessé au cou, tu peux pas catcher. Et Stone Cold disait non, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux botter des culs, je veux catcher, tout ça. Ce qui avait effectivement fait exploser la popularité de Stone Cold. Et là, je sentais qu'ils ont voulu totalement recréer un remake. Mais je crois que ça a un petit peu coupé les pattes, sans mauvais jeu de mots, à Becky. Parce que je trouve qu'à partir de ce moment-là, sa popularité va s'en ressentir. Je trouve que l'élan sera moins fort. En tout cas, ils font tout pour la mettre en avant. Il y aura un moment aussi où John Cena sera de retour. Ils vont avoir quelques matchs à SmackDown. John Cena va la mettre en avant. Et Becky sera même au-dessus de Cena. Par exemple, quand Cena veut lui serrer la main à la fin, c'est elle qui lui fait le You Can See Me, etc. Donc Becky qui est vraiment au top. Je voulais citer également Bryan, donc champion à ce moment-là, qui nous sort sa ceinture customisée. L'une des plus belles de l'histoire. Potentiellement. Franchement, j'adore. Si j'avais eu l'intelligence de l'acheter, je l'aurais acheté. Faite de bois et de chanvre. La nouvelle ceinture de Daniel Bryan. Et puis la fumée, quoi. Et moi j'aime beaucoup les ceintures, ce qui fait que je regarde beaucoup de vidéos aussi après des unboxings, etc. C'est une ceinture, par contre, si vous la voulez, vaut mieux prendre la vraie version, mais qui coûte, je crois, des milliers de dollars, parce qu'il y a une version aussi réplique à 200-300 $, mais il faut savoir qu'elle n'a rien à voir. J'ai vu quelqu'un l'ouvrir sur internet, elle est pas du tout aussi belle. Ils ont utilisé des matériaux très très simples pour la version à 200-300 $, parce qu'ils voulaient que vous achetiez celle qui était à, je sais plus, 4000, je crois, la première version qu'ils avaient sortie. Je sais pas, elle était incroyable. De prix, ouais. Mais voilà, Bryan à ce moment-là qui est vraiment lancé avec Rowan à ses côtés, et du coup il va défendre son titre dans un Elimination Chamber match lors du prochain pay-per-view, match lors duquel Mustafa Ali doit être présent. Et là vraiment, c'est le moment où on se dit peut-être même qu'il pourrait avoir un match à WrestleMania pour le titre, tellement le type il est chaud. Le problème c'est que malheureusement Mustafa Ali va se blesser quelques jours avant Elimination Chamber, et du coup il est remplacé dans le Elimination Chamber par Kofi Kingston. Bah oui. Et là, ça va être littéralement, comment dire, un transfert. L'amour et la hype que les fans avaient à ce moment-là bâti pour Mustafa Ali, bah, ils vont la prendre et la mettre sur Kofi Kingston. Et ça va nous mener à la période de Kofi Mania. Donc on vous garde le reste pour le prochain épisode. On reviendra très rapidement sur Chamber et Fastlane, puis on enchaîne avec WrestleMania 35. Énormément de choses à vous raconter, enfin je dis énormément, non mais des choses sympas que je n'ai encore jamais racontées concernant Rollins. Des explosions encore Non, c'est bon, tout va bien, il n'y aura pas de toilette, non mais Rollins, Lesnar, j'ai quelques infos personnelles à vous donner, et puis le fameux spot où le Miz et Shane McMahon explosent notre table, je vous raconterai comment tout ça s'est déroulé, comment tout ça a été mis en place. Et vous allez voir, c'est assez sympa. En tout cas, ça a été une très très bonne expérience à vivre. Donc, écoutez les amis, c'est simple. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même chaîne. Toujours en compagnie d'Ali, d'Epop et de moi-même. Bisous à tous. Bisous mon cher Ali. Bisous tout le monde. Bonne semaine à tous et comme le disait Édouard Carpentier, à la semaine prochaine si Dieu le veut. Bisous.